Alors, Eric, nous avons eu un nouveau sondage pour le Québec, un sondage de la firme torontoise Palace Data. Ce n'est pas moi qui l'ai commandé, c'était des groupes environnementaux qui posaient des questions sur la filière batterie de Nordvolt. Les chiffres, Parti québécois 31%, Coalition Avenir Québec 23%, à l'échelle du Québec bien sûr, Québec solidaire 17, Parti libéral du Québec 15, Parti conservateur 13. Donc des chiffres sensiblement similaires à ce que nous avons vu au mois de janvier de la part de Palace. Le Parti québécois qui se maintient, un pessimiste dirait qu'il a plafonné, un optimiste dirait qu'il continue sa lancée. La CAQ qui, on va dire remonte quelque peu, c'est à l'intérieur de la marge d'erreur, mais la CAQ qui, on dirait, a cessé sa descente. Ouais. Dis-moi, quand tu as vu ces chiffres-là, est-ce que tu as eu une réaction particulière? Quelles étaient tes impressions de ces nouveaux chiffres pour le Québec de la part de Palace? Mais c'était que ça se stabilise et je trouve que c'est quelque chose qui, un côté, c'est une mauvaise chose pour le Parti québécois, qui ici c'est un plafond de 31-32%, mais à la même temps, c'est encore quelque chose qui est assez nouveau, une nouvelle tendance que le Parti québécois est en première place et de rester en première place le plus long que ça va durer, le plus solide ça va être. Donc, même si c'est toujours à 31%, 32%, c'est une bonne chose pour le Parti québécois qu'il ne descende pas. Et pour la CAQ, c'est la même chose, parce que il y avait la tendance était assez mauvaise pour la CAQ. Au moins d'être à 21-23%, ça se stabilise et au moins ils ne sont pas dans une zone très dangereuse où ils sont à troisième place, quatrième place dans les sondages. Donc, ça se stabilise. Il y a c'est des aspects positifs pour les deux partis, négatifs aussi, mais ça pourrait être beaucoup pire pour les deux. Je te dirais que quand j'ai vu les chiffres, bien sûr, bon, ok, encore une fois, la stabilisation, on a vu une chute quand même assez progressive et continuelle tout au long de 2023. Et les chiffres ne s'étaient pas améliorés au cours de la période des fêtes. Euh, j'ai Est-ce que le PQ a atteint un plafond? Enfin, c'est tellement difficile à dire pour l'instant. On ne le sait pas. Cependant, le Parti québécois n'a pas eu plus de 30% dans une élection depuis la victoire en 2012, et c'était 33% avec Pauline Marois. Alors, et 31%, je veux dire, c'est une majorité de souverainistes. On pense qu'il y a entre 35 et 40% de souverainistes au Québec, et donc d'avoir le PQ dans ces eaux-là, je pense qu'ils sont proches de leur plafond. Mais c'est aussi, moi je pourrais dire, lorsqu'on regarde les chiffres régionaux, et bien sûr, il faut toujours faire attention, Eric, aux chiffres régionaux, on le sait, on le répète souvent à nos auditeurs, surtout par exemple lorsqu'on regarde ce sondage dans la région de Québec, la capitale nationale, et une partie de Chaudière-Appalaches, l'échantillon est de 136 répondants. C'est une marge d'erreur de plus ou moins 9%, 19 fois sur 20. Donc c'est énorme, mais on voit que on a le PCQ en première place à 28%. Et ensuite, on a la CAQ et le PQ. Là, j'ai pas les bons chiffres, j'ai avant la répartition des indécis. 23%, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, avec la répartition des indécis, la CAQ est deuxième avec 27%. Alors, est-ce que le PQ a perdu un peu de terrain à Québec? On va voir dans les prochains sondages. Sauf que si on compare avec les sondages précédents, on voit que le PQ a grimpé dans les banlieues de Montréal. Donc, dans le fameux 4-5-0, les banlieues de Montréal, et ça, c'est une région qui est beaucoup plus payante pour le PQ en termes de sièges, mais aussi, Eric, d'un point de vue historique, ça fait plus de sens. C'est plus Parce que naturel, le PQ premier à Québec, je veux dire, je sais pas que je n'y croyais pas, mais est-ce que ça pouvait vraiment durer? La région de Québec n'a pas été très bonne pour le PQ depuis les années 90. Et donc, toi et moi, nous étions des adolescents la dernière fois que le Parti québécois dominait la capitale nationale. Alors, je pense que le PQ, oui, s'il plafonne, c'est une chose, mais s'il se hisse en première place dans les banlieues de Montréal, attention, ça pourrait être très payant pour le parti s'il arrive à maintenir ces appuis-là. Et je crois que c'est plus facile de les maintenir en banlieue de Montréal que dans la capitale nationale. Et dans les derniers sondages où le Parti québécois était en première place dans la région de la capitale nationale,
il y avait aussi une division de la vote Oui. du droite entre les conservateurs et la CAQ. Dans les banlieues de Montréal, dans ce sondage-là, c'est une avance de, 17 points entre le Parti québécois et la CAQ. Et donc, il n'y a pas une division de vote, c'est juste une vague péquiste dans les banlieues. Et ça, c'est une bonne chose pour le Parti québécois. Mais l'autre chose qui n'est pas une bonne chose pour le Parti québécois dans ce sondage-là, c'était les résultats dans le reste du Québec, dans les régions. Oui. C'était une avance de juste 2 points du Parti québécois sur la CAQ. Ça devient un peu difficile pour le Parti québécois parce qu'il y a des régions où si c'est serré entre le PQ et le CAQ en général, il va y avoir des avantages pour la CAQ dans certaines régions et le Parti québécois dans les autres. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a vu dans ton dernière projection où la CAQ est dans une meilleure position que dans le passé, peut-être. La CAQ a un potentiel de siège beaucoup plus élevé que ses rivaux. Bien sûr, pas autant que le Parti québécois présentement, mais en effet, dans le reste du Québec, échantillon de 340 répondants, après la répartition des indécis, moi j'ai ici 31% pour le PQ, 29% pour la CAQ. Ça ne pourrait pas produire une majorité comme les chiffres nous le disaient, les chiffres juste avant Noël, par exemple, qui plaçaient le PQ en territoire majoritaire. En effet, on peut imaginer des régions, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, une partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui pourraient facilement retourner au Parti québécois avec de tels chiffres si on regarde l'historique. Mais il n'y aurait pas de balayage péquiste en région si l'écart, si c'est une égalité statistique. Ça, oui, absolument, j'ai regardé ça. Mais juste pour revenir aux banlieues de Montréal, Éric. Oui. Parce que j'ai une chronique qui s'en vient dans l'actualité. J'ai écrit la chronique justement qui analysait. Encore une fois, il faut faire attention aux sous-échantillons, mais là, on a eu 2 sondages consécutifs de Palace qui nous donnent des chiffres nationaux identiques à l'intérieur de la marge d'erreur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moyenne des échantillons juste pour les banlieues de Montréal sur des 2 sondages. Donc, ça fait un échantillon d'environ 600 répondants, ce qui est tout à fait respectable. Ouais. Et ça donne 38% pour le Parti québécois, 23% pour la CAQ et 17% pour les libéraux. Est-ce que tu saurais, de mémoire, quel était le résultat du vote en 2022 dans les banlieues de Montréal? Mais je ne veux pas tricher parce que j'ai des chiffres devant moi. Mais c'était 45% pour la CAQ et 15% pour le Parti québécois. Exactement. Donc, c'est un mouvement assez important. Bien au-delà de la marge d'erreur. Donc, la CAQ avait remporté les banlieues de Montréal. Et comment est-ce qu'on définit les banlieues de Montréal ici en passant? Je veux dire, on peut chacun avoir notre définition. Il y a des gens qui considèrent Joliette comme une banlieue. Je ne considère pas Joliette comme une banlieue. C'est en dehors de la région de Montréal. Donc, je prends la Montérégie, Laval, les Basses-Laurentides et la moitié ouest de Lanaudière. Donc, ce que je considère les banlieues de Montréal, le 450, c'est 33 circonscriptions. Dans ces 33 circonscriptions-là, la CAQ avait gagné le vote par 29 points sur les libéraux et par 30 points sur le PQ. Alors, si la CAQ a perdu environ 20 points dans la région et que le Parti québécois a gagné environ 20 points, et même un petit peu plus que 20 points, c'est un revirement, permets-moi l'anglicisme, un swing, de 40 points entre les deux partis. Sur les 33 circonscriptions, si tu fais un swing de 40 points entre les deux parties, et là, je devrais exclure Laval, donc on va dire 27 circonscriptions, je vais exclure les 6 circonscriptions de Laval, ça veut dire que le PQ pourrait faire un gain de 22 sièges. Alors la domination caquiste du 4-5-0 tirerait à sa fin avec de tels chiffres. Et on rappelle, si je dis que le PQ pourrait gagner plus d'une vingtaine de sièges, quand le PQ était encore considéré loin devant à Québec, on parle d'une douzaine de sièges. Alors, c'est ça que je veux dire par le 4-5-0 est beaucoup plus payant pour le PQ que la région de Québec. Alors, donc, oui, il y a beaucoup de députés caquistes du 4-5-0 qui devront regarder ces chiffres-là au cours des prochains mois et années parce que ça pourrait être difficile si la CAQ ne redresse pas ses appuis. Et dans les sondages nationaux, on a vu
comme on a dit souvent, des vases communicants entre la CAQ et le PQ. Et c'est la même chose dans les banlieues parce que Oui. en 2022, c'était 16% pour les libéraux. Maintenant, c'est 17%, donc pas vraiment de changement. Et pour Québec solidaire, c'était 14%. Maintenant, c'est 11%. Et pour les conservateurs, c'était 10%. Maintenant, c'est 9%. Donc, on n'a pas vu des mouvements pour les autres partis. C'est seulement entre le Parti québécois et la CAQ. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire des projections quand on sait que c'est les mêmes, c'est le même électorat. Ce n'est pas comme il y a des caquistes qui vont aux libéraux et les libéraux qui vont au QS. Probablement, c'est simplement juste des caquistes, des anciens caquistes qui sont redevenus des péquistes. Les caquistes déçus qui retournent à la maison, comme on avait dit. Oui, intéressant. Évidemment, bien sûr, les libéraux n'ont toujours pas de chef. Ils n'en auront pas encore pour une autre année complète au calendrier. Mais si le PLQ, pardon, parvient à se trouver un chef décent, on parlera pas des chefs indécents, mais s'il y a un bon chef du Parti libéral s'il arrive à arracher quelques votes supplémentaires à la CAQ, ça pourrait être désastreux pour la région. Un dernier mot là-dessus, si tu me permets, Éric, parce que bien sûr, j'ai parlé du 4-5-0. Historiquement, le PQ, du moins dans les dernières décennies et demie, n'a pas très bien performé à Laval. Et Laval fait partie du 4-5-0. Alors, si on pondère le revirement de 40 points, mais qu'on exclut Laval, ça veut dire que dans les régions comme Longueuil, Châteauguay, Saint-Hubert, la Rive-Sud de Montréal et peut-être même Gros-Sainte-Thérèse, toutes ces circonscriptions-là dans les Basses-Laurentides, peut-être que le swing entre les deux partis est encore plus grand que ça, parce qu'à Laval, on estime que le PQ est probablement pas en position de faire des gains importants. Donc oui, à suivre. J'ai hâte de voir les chiffres du printemps, parce que le printemps arrive bientôt, mon cher Eric. On le sent un petit peu, ça s'en vient doucement. Donc voilà, et donc j'ai mis à jour la projection, donc je vais juste, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ma projection donne un PQ minoritaire, une moyenne de 53 sièges, et évidemment, il y a de l'incertitude. Je vous invite à visiter qc125.com pour regarder les intervalles de confiance. Le PLQ à 27 sièges, la CAQ à 22, mais avec un plafond qui est dans la quarantaine de sièges. Québec solidaire à 15 et le Parti conservateur du Québec à 8 sièges. Ce qui me fait sourciller moi-même et en a fait sourciller quelques-uns. 8 sièges pour Éric Duhem et les conservateurs. Si on regarde les sondages, les conservateurs ne semblent pas s'effondrer. Plusieurs avaient prédit qu'avec la fin de la pandémie, ça pourrait s'estomper. Ce n'est pas encore arrivé. Et donc, Chaudière-Appalaches et les couronnes de Québec pourraient tomber aux mains des conservateurs avec de tels chiffres. Oui. Et encore là, c'est la division du vote qui aide les conservateurs. Peut-être pas dans la Beauce, où ils étaient très, très proches de gagner les 2 sièges dans ce région-là, mais dans le reste de la région du Québec, si on voit que la CAQ descend et le conservateur reste ou augmente par quelques points, peut-être ça va être assez pour élire des conservateurs. Est-ce qu'on regarde des chiffres fédéraux, Éric? Nous avons eu quelques chiffres fédéraux et je pense qu'ils ont fait sourciller beaucoup d'observateurs, dont moi. Angus Reid et Léger ont publié des chiffres fédéraux depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, en français bien sûr. Des chiffres fédéraux au Québec avec les conservateurs devant les libéraux. Le Bloc québécois en première place. Donc, les chiffres d'abord, ensuite je vais avoir les impressions d'Éric. Angus Reid a publié ce matin, jeudi matin, Bloc québécois 36%, qui est assez haut, plus haut que la moyenne, mais Angus Reid a souvent le bloc un peu plus haut. Conservateur 23, libéral 21, NPD 16, un échantillon de 465 répondants québécois. Et Léger, la semaine dernière, Bloc québécois 32, conservateur 29 et libéral 21. Les deux sondages donnent les libéraux à 21% au Québec. Éric, ta réaction? C'est assez clair que le Bloc québécois est en première place. On peut discuter si c'est plus près de 35% ou plus proche de 30%, mais de voir les libéraux à 21% dans les deux sondages,
Ça, c'est nouveau. On n'a pas vu des sondages avec des tels chiffres pour les libéraux au Québec. 21%, c'est un peu comme l'époque de Stéphane Dion, Paul Oh mon Martin. Dieu. Il n'y a pas beaucoup de sièges pour les libéraux à 21%. Je trouve ça intéressant parce que nous deux, on fait des projections. Je trouve que ça ne change pas beaucoup le nombre de sièges pour les trois partis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sièges qui sont entre les libéraux et les conservateurs. Et, on sait que si les libéraux sont en baisse, ça va être probablement dans les régions, et donc ils vont garder leur siège à Montréal, dans la grande région de Montréal, dans l'Outaouais. Mais si les libéraux commencent à être à 21% dans plusieurs sondages au Québec, on dit souvent qu'une des raisons que Justin Trudeau reste comme chef du Parti Ouais. libéral, c'est parce que les libéraux, ils ont besoin du Québec. Et Justin Trudeau était mieux placé que peut-être les autres comme Mark Carney ou Chrystia Ouais. Freeland de garder les sièges libéraux au Québec, mais à 21%, je pense pas que c'est évident que quelqu'un d'autre pourrait pas faire mieux que ça. Un petit exercice intéressant, Eric. OK, bon, si le Parti libéral du Canada est à 21% au Québec, donc ça veut dire que c'est une perte de 13 points par rapport à la dernière élection, n'est-ce pas? On imagine aussi que c'est 13 points en moyenne. Donc, on imagine que si les appuis, même s'ils baissent un peu à Montréal, demeuraient tout de même forts. Donc, on pourrait penser peut-être que c'est 14 ou 15 points hors de Montréal, n'est-ce pas? Euh, on regarde la carte électorale, la dernière élection. Monsieur François-Philippe Champagne, ministre de l'Industrie, a gagné par 12 points. Monsieur Duclos, il était ministre de la Santé maintenant. Est-ce qu'il est encore là? En tout cas, bref, il fait partie du cabinet. Monsieur Duclos, non, il a changé de ministre, mais je ne me rappelle pas. Ouais. Il a gagné par 7 points. Joël Lightbound à Québec, Louis Hébert, il a gagné par 11 points. Je m'en vais dans Compton-Stanstead. Madame Marie-Claude Bibeau a gagné par 6 points. Dans Sherbrooke, Élisabeth Brière avait gagné par 9 points. Madame Saint-Onge avait gagné par une fraction de points dans Brome-Missisquoi. Châteauguay-Lacolle, on se rappelle, là, ça avait été décidé par 12 votes. Et donc, Brenda Shanahan, la députée de Châteauguay-Lacolle, perdrait probablement. Argenteuil, la petite nation, donc à mi-chemin entre l'Outaouais et les Basses-Laurentides, M. Stéphane Lauzon avait remporté par 3 points. Il ne resterait plus de siège libéral hors du Grand Montréal et peut-être on pourrait garder 2 ou 3 sièges dans la région de l'Outaouais. Donc le Parti libéral du Canada serait complètement décimé au Québec. Et plusieurs ministres du cabinet perdraient leur siège avec un tel revirement. Alors, un avertissement, un autre avertissement, je veux dire, je ne sais pas, tu as besoin de combien d'avertissements pour passer à l'action. Je suis de ceux qui disaient M. Trudeau est encore le meilleur candidat pour les libéraux malgré son bagage et ses faiblesses et tous les squelettes dans le placard et presque 10 ans au pouvoir. Je commence à penser que ce mode de pensée n'a plus de sens. Les chiffres que nous avons, plus de 200 sièges pour les conservateurs. Le dernier Nanos, et je sais que le Nanos fluctue beaucoup, mais donne 25 points d'avance aux conservateurs en Ontario. En Ontario. Qu'est-ce qu'il resterait aux libéraux s'ils perdent l'Ontario par 25 points? Pas grand-chose. Oui, c'est des temps difficiles pour les libéraux. On a vu l'élection partielle à Durham. Oh boy, oui, on a parlons-en. vu un baisse Oui. d'appui pour les libéraux de 7 points. On a vu une augmentation d'appui pour les conservateurs de 11 points. Ça reflète les sondages, donc on n'a pas vraiment des raisons de douter. On a besoin d'une élection partielle au Québec, dans le Québec francophone peut-être, pour savoir si les libéraux sont vraiment à 21%. Je sais qu'il va y avoir une élection partielle à la salle Aymar-Verdun, mais je pense pas que c'est un siège représentatif du reste du Québec. Mais, hey, ça va être une année assez longue pour les libéraux. Ouais. Et si ça va durer, si ça va continuer, comme on a vu, ils ont
une entente avec les néo-démocrates. Il nous reste combien de mois maintenant? Il nous reste 18 mois? 18 mois avant la campagne. C'est encore long, hein? C'est long, ouais. Ça prend du temps, là, les élections. Ah, boy. Écoute, Eric, je pense qu'on peut passer aux questions de nos auditeurs. Nous en avons quelques-unes très bonnes. On va commencer ici. Assac nous demande, ça dit quoi pour la souveraineté du Québec que M. Paul Saint-Pierre Plamondon demande un référendum concernant les politiques sur l'immigration? Bon, un gros sujet au Québec depuis quelques jours. Bien sûr, une confrontation avec le gouvernement du Québec et le ministre de l'Immigration fédéral, Mark Miller. Et là, M. Plamondon qui voudrait avoir le pouls des Québécois, un référendum sur l'immigration. Est-ce que c'est une stratégie pour le Parti québécois de parler de référendum à la pièce, des référendums sur des politiques? Ben, si il y avait un référendum sur l'immigration, je pense que le résultat va être assez on dit en anglais lopsided, en faveur de plus de pouvoir pour le Québec dans l'immigration. Est-ce que ça se sensibilise les Québécois que les référendums ne sont pas quelque chose d'être peur d'un référendum? Je sais pas. Je pense que ça causerait des problèmes, des chicanes un peu avec Ottawa parce que ça va pas être contraignante aux fédéraux de suivre le résultat d'un référendum et donc ça va causer des tensions entre Ottawa et Québec. Probablement, ça va aider la cause de la souveraineté. Et probablement pour cette raison-là, je ne sais pas si François Legault va déclencher un référendum sur l'immigration. Même si je pense que c'était son idée. C'était son idée il y a quelque temps. Je pense qu'il s'est rendu compte que tu ne fais pas une menace de référendum si tu n'as pas l'assurance de pouvoir le gagner. J'aimerais d'abord, je veux dire, le sujet est intéressant, c'est certain, mais quelle serait la question? T'sais, si la question c'est est-ce que vous voulez que le Québec répatrie tous les pouvoirs d'immigration, OK. L'Alberta a fait un référendum aussi sur la péréquation et le fédéral a fait, il a haussé les épaules. Il a dit, ben écoutez, c'est pas à l'Alberta de décider de politique fédérale. Je comprends bien sûr que l'enjeu est différent, mais je pense que c'est une stratégie qui fait du sens, qui a du sens pour le Parti québécois, mais il reste que c'est un couteau à double tranchant. Un référendum sur le sujet très délicat de l'immigration pourrait faire ressortir ça peut déraper. Pas toujours la meilleure nature des personnes, n'est-ce pas? Donc je comprends l'objectif ici de M. Plamondon. Je pense qu'il doit faire preuve de prudence de ne pas pousser trop fort là-dessus. Mais évidemment, je veux dire, la question pourrait se poser à l'envers. Si M. Plamondon dit on devrait avoir un référendum sur l'immigration, on pourrait aussi lui demander, mais peut-être que vous allez être premier ministre un jour. Est-ce que vous allez faire un référendum sur l'immigration avant de faire un référendum sur la souveraineté ou après, dans le cas d'un référendum perdant, par exemple? Donc, je pense que c'est une stratégie pour, pas humilier, mais pour mettre dans l'embarras le gouvernement face à ces contradictions. Oui, il y a des contradictions. La CAQ est une contradiction parce que c'est une coalition. Et je pense que M. Plamondon pèse sur des boutons qui pourraient être intéressants stratégiquement, mais aussi un petit peu dangereux pour la société. Donc, je pense que ça prend un peu de prudence ici. On a eu une question de Bonjour Hi. Quelle est la question politique que vous aimeriez le plus voir dans un sondage? Quelle question non politique? Est-ce que tu as des réponses? Il y en a tellement ces temps-ci. Je veux dire, je voulais voir des chiffres sur l'appui à l'Ukraine. Nous en avons eu dans les dernières semaines parce que bon, c'était le deuxième anniversaire de l'invasion de la Russie. Je voulais voir des chiffres sur certaines positions sociales. Mais la fin, c'est que j'essaie de penser à quelque chose d'original que nous n'avons pas vu. Je veux dire, je pense que exposer un parti à ses propres contradictions
est toujours quelque chose d'intéressant. Tu sais, sonder les caquistes sur la souveraineté, oui, pour moi, c'est intéressant. Il reste encore des souverainistes à la CAQ. Les sonder, c'est OK, vous dites que le fédéral n'écoute pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit on tourne vers un autre dossier? Ou bien pour les conservateurs, je veux dire, il y a des conservateurs sociaux dans la grande coalition conservatrice, poser des questions plus pointues sur le populisme, sur l'avortement, sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est généralement des questions comme ça qui m'intéressent. N'importe quel parti qui est confronté à ses propres contradictions. Et là, je vais donner juste des exemples ici. C'est les genres de questions qui m'intéressent. Est-ce que tu as des questions à laquelle tu penses? Des suggestions peut-être pour les sondeurs qui nous écoutent? Pour moi, ce n'est pas vraiment les questions. J'aime toujours des sondages qui demandent si on connaisse le nom d'un chef de parti sans donner des indices. Ça, je trouve ça intéressant. On a vu ça dans le passé, souvent il y a beaucoup de Canadiens, des Québécois qui ne savent pas c'est qui, le chef du parti, le chef de l'opposition officielle. Mais pour moi, c'est plutôt, j'aime des sondages beaucoup plus ciblés, avec des échantillons très importants dans des régions. Je veux savoir, chaque fois que je vois un sondage au Québec, je veux voir c'est quoi les résultats à Montréal, à Québec, dans les régions. En Ontario, je veux la même chose, Toronto contre les banlieues. Et dans les autres provinces, on ne voit pas souvent des sondages. C'est quoi la situation à Edmonton, à Vancouver? Pour moi, c'est ça que je veux de voir plus. C'est des échantillonnages qui sont beaucoup plus gros. Et donc, c'est possible de voir les résultats dans des villes, des régions, des régions beaucoup plus petites que les provinces et le Canada atlantique. Mais la question non politique. Est-ce que tu as Moi, j'en ai une. Est-ce que tu as une réponse à ça? Question non politique? Ben, je veux dire la mienne pendant que tu y penses. Est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers? Voyons, Eric, tout le monde sait que la réponse, c'est oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont visité... ça par exemple. Oui, ok, ouais, je vois. Dans le fond, c'est exposer peut-être les croyances parfois étranges de certains, les coucous qui pensent que des petits bonhommes verts nous ont visités. Nous avons la réponse à ça. Peut-être qu'ils ont raison. Le point de vue statistique, mon cher Eric, la vie dans l'univers existe, mais les chances qu'on communique ensemble sont trop faibles à cause des distances. Et aussi, à cause, encore une fois, des distances. Les chances qu'il y ait de la vie biologique intelligente qui parvienne à la Terre sont trop faibles. Des voyages intersidérales entre les étoiles prendraient des dizaines, des milliers de générations. Alors, ça n'arrivera pas. Mais bon, ça c'est l'astrophysicien, moi, qui t'a dit ça. Mais ça serait intéressant de voir l'opinion des Canadiens, des Québécois là-dessus, c'est sûr. Moi, je veux dire, j'adore le hockey. Je suis le hockey régulièrement. Palace avait fait un sondage en octobre sur quelle est votre équipe de hockey préférée. Si vous suivez le hockey, bien sûr. Et c'est le genre de questions avec les découpages régionaux puis démographiques de voir l'équipe la plus populaire au Canada était les Canadiens de Montréal. Pas beaucoup, c'était serré avec les Leafs. Les Leafs sont très populaires en Ontario, à Terre-Neuve, par exemple, mais les Canadiens de Montréal ont plus d'appui dans l'ouest du pays, au Québec, bien sûr, au Nouveau-Brunswick. Et donc, j'aimais regarder il y avait aussi, ces réponses-là. Il y avait aussi des questions sur est-ce que vous croyez qu'une équipe canadienne va gagner la Coupe cette année? Et bien sûr, la réponse à ça va être non, bien sûr. Mais c'est ce genre de questions que j'aime. Les équipes dans l'Ouest sont assez... Winnipeg, Edmonton, Vancouver, ils ont des chances. Il y a toujours des chances, mais je vais le croire quand je vais le voir. D'ailleurs, j'ai un pari. Je ne sais pas s'il nous écoute. C'est un ancien collègue que lorsque je travaillais au Casino de Montréal, comme croupier, avant d'être professeur, je travaillais au Casino de Montréal. Et c'était un partisan, c'était un francophone, mais c'était un partisan des Oilers d'Edmonton. Et à l'époque, début des années 2000, les Oilers, c'était pas très bon. Et on avait fait un pari à long terme. Quelle est la prochaine équipe canadienne à gagner la Coupe? Nous étions 3 dans le pari. Il y en a un qui a dit les Maple Leafs, moi j'ai dit les Canadiens, et le partisan des Oilers, bien sûr, a dit les Oilers d'Edmonton.
23 ans plus tard, on attend toujours c'est qui va gagner ce pari-là. Ça n'a pas l'air très très positif pour les Canadiens, entre toi et moi, mais bon. Non, je pense que... Les je Leafs pense pas non que plus. tu vas gagner cette... Les Leafs ne gagneront pas la coupe. Ouais. Est-ce que, mon cher Eric, est-ce que tu es prêt pour ton quiz cette semaine? Oui, s'il vous plaît. S'il Ok. te plaît. Alors, j'ai compilé de l'information sur des personnalités politiques québécoises. Et donc, ce que je vais te faire, je vais te lire 4 indices, un à la fois, et tu dois deviner c'est qui la personne dont je parle. Ce sont des personnes que tu connais, bien sûr, pas nécessairement récentes, et c'est tous des politiciens ou politiciennes québécois. Donc, j'ai 4 indices. Si tu devines la bonne personne après un indice, tu as 4 points. Après 2 indices, tu as 3 points. Après 3 indices, tu as 2 points. Après 4 indices, tu aurais un seul point. Tu as le droit de faire un guess une fois seulement par question. Oh, et d'avoir tort, bien sûr. Donc, tu as le droit de nommer 2 personnes si tu veux, mais si tu as le tort plus qu'une fois, tu es éliminé. Okay. Ça marche? OK. Ouais. Alors, allons-y, mon cher. Qui suis-je? Je vais parler à la première personne ici. Je suis né à Québec et après des études en droit à l'Université Laval, je me lance en politique. Pendant mon parcours politique, j'ai été élu et réélu à plusieurs reprises dans la circonscription de Montmorency. Et en passant, juste une petite parenthèse ici, quelque chose que je n'ai pas dit, je vais tout faire pour ne pas te donner des indices temporels. Pour ne pas te dire de quelle période je parle, je fais exprès. Donc, je peux faire une réponse... Faire un guess, mais c'est pour cette personne-là, tu as juste le droit à un seul. Si tu le rates, tu n'as plus d'autre chance ensuite. Tu as le droit à une fausse réponse par personne. Une fois, OK. Donc, je veux attendre. Okay. Je veux attendre, ouais. Numéro 2. Mon père a d'ailleurs été juge à la Cour suprême du Canada. Son prénom était Jean-Thomas. Donc, mon père Jean-Thomas a été juge à la Cour suprême du Canada. Jean-Thomas. Jean-Thomas, c'était le nom de famille? C'était le prénom. Je te donne pas le nom de famille. Prénom, OK. Jean Lesage. Non, ce n'est pas Jean Lesage. Je continue. Numéro 3. Je deviens premier ministre du Québec à une époque où l'économie du continent commence à éprouver des difficultés. Une de mes solutions est d'encourager le développement des industries minières et forestières dans le nord du Québec. Est-ce que je continue ou tu veux faire ton dernier guess? C'est Montmorency qui cause des problèmes. Non, je vais passer encore. OK, dernier indice. C'est au début de mon premier mandat comme premier ministre où mon gouvernement crée la Commission des liqueurs du Québec, à qui j'octroie le monopole de l'importation, du transfert et de la vente d'alcool. Bien sûr, la Commission des liqueurs du Québec, c'est l'ancêtre de la SAQ, la Société des alcools du Québec. Et pourquoi avoir créé la Commission des liqueurs? Parce qu'il y avait au sud de la frontière la prohibition. Ah, OK. Est-ce que c'est la prohibition aux États-Unis? Un indice temporel ici. Est-ce que c'est Louis-Alexandre Tachereau? Et c'est Louis-Alexandre Tachereau. Tu as raison, mon cher. Je te donne un point. Bravo pour ça. C'est pas bon. Je ne pensais pas qu'il était le député de Montmorency, c'est ça. Montmorency dans la région de Québec, absolument. Oui. OK, donc un point. Mon deuxième personnage politique québécois. Qui suis-je? Je suis né dans le village de Saint-Benoît, qui est aujourd'hui sur le territoire de Mirabel dans les Basses-Laurentides. Mon père, Arthur, a été député à l'Assemblée législative du Québec pour le Parti conservateur du Québec, puis a été député fédéral à la Chambre des communes et ensuite sénateur. Donc, il y a quelques indices temporels là-dedans aussi.
Je sais pas. Je continue. Oui. Ma carrière politique débute lors d'une élection partielle dans la circonscription provinciale de Deux-Montagnes. Cependant, j'ai perdu mon siège lors de l'élection générale qui l'a suivi, mais je l'ai ensuite regagné à l'élection suivante et je vais le conserver jusqu'à ma mort. Le député de Montagne. Arthur. Arthur, c'est le nom du père. Ouais. Non, j'ai aucune idée. Il faut passer encore. Numéro 3. D'ailleurs, une de mes réélections s'est déroulée en mon absence. Pourquoi? Parce que j'étais au front avec les forces armées canadiennes pendant la Deuxième Guerre mondiale et faisais même partie du débarquement de Normandie. Ah, ça me dit quelque chose. Oh, c'était qui? Donc, un autre indice temporel ici. Oui, c'est ça. T'as le droit à un guess. Oui, je sais. Je sais pas si ça va être un premier ministre ou non. Peut-être pas. Est-ce que je continue? Non, je peux faire un guess, là. Claude Ryan. Non, on continue. Donc, tu as le dernier indice. Mon décès est survenu alors que j'occupais le poste de premier ministre du Québec, position que je n'ai occupée que pendant 112 jours. Ah, c'est Paul Sauvé. Paul Sauvé est la bonne réponse. Ah, non, Bravo, c'est... mon cher. Et j'ai pensé que c'était Paul Sauvé au début. Tu as 2 points. Mais c'est bien, tu as 2 sur 2, c'est juste que ça prend plus... Et écoute, c'est pas facile comme quiz, je pense. OK. Paul Sauvé, c'était le premier ministre d'après Maurice Duplessis, ouais? C'est exact. C'est exact. Ouais, OK. Ouais. OK. Un dernier maintenant. Qui suis-je? Je suis né à Montréal et je complète mes études en droit à l'Université de Montréal. Puis je me dirige en médecine et j'ai complété un doctorat à l'Université de Sherbrooke. Avant de me lancer en politique, je pratique la médecine dans les hôpitaux universitaires de Montréal. C'est supposé Philippe être Couillard? difficile, là. Non, ce n'est pas Philippe Couillard. OK. OK. Donc, tu as épuisé ton guess. Deuxième indice. Ma carrière politique commence lorsque je suis élu dans la circonscription d'Anjou. J'entre au cabinet des ministres comme ministre du Travail et de la main-d'œuvre dès mon premier mandat. Mais c'était qui les médecins? Non, je vais passer. OK. Numéro 3. Au cours de mon deuxième mandat, toujours comme député d'Anjou, je vais occuper plusieurs postes comme ministre des Affaires sociales, ministre de la Justice et procureur général. À la fin de mon deuxième mandat, je vais devenir premier ministre du Québec. Ce petit grognement que vous avez entendu, c'est... Oui, Éric mais qui c'était dit. qui les docteurs? Je vais faire mon... je veux 2 points. Est-ce que... tu vas faire un guess? Parfait, je Ouais. t'écoute. Est-ce qu'il reste un indice? Est-ce que c'est Antonio Barrette? Ce n'est pas Antonio Barrette, malheureusement. Mais pour l'honneur, je vais te lire le dernier indice. Oui. Je remporte un 3e mandat dans la circonscription d'Anjou, mais mon parti est défait. Je vais demeurer comme chef de l'opposition officielle pendant 2 ans avant de quitter la vie politique. Je vais ensuite occuper plusieurs postes par la suite, dont professeur invité de droit à l'Université York à Toronto et professeur à la faculté de droit et directeur de recherche au Centre de médecine d'éthique et de droit de l'Université McGill. Est-ce que c'est Pierre-Marc Johnson? C'est Pierre-Marc Johnson. Ah, il était médecin? Oh, je ne savais pas. Faire des études en droit et ensuite en médecine, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, tu as eu 2 sur 3, tu as 2 points, mais tu as eu la bonne réponse dans 2 sur 3. Considérant que c'était un quiz quand même assez difficile, Éric, moi je t'accorde la note de passage. Bravo, Éric. Merci. C'était pas des figures de Paul Sauvé, puis Pierre-Marc Johnson, et
Louis-Alexandre Tachereau... Oui, mais tu les connais toutes. Je veux dire, c'est comme, faut que ça soit Mais le problème, c'est j'ai pensé à Paul Sauvé au début, aux premières questions, aux premières indices. Donc, Est-ce que tu je vas vais t'en vouloir truster toute la mon journée? gut la prochaine fois. OK. Est-ce que tu as un chiffre de la semaine, Eric? Oui, c'est 7. C'est la base d'appui des pourcentages de points de pourcentage pour les libéraux et les néo-démocrates à Durham, dans l'élection partielle. Mm-hmm. Donc, c'est, comme j'ai dit, ça confirme les sondages qui ne sont pas bons pour les libéraux, mais ça aussi, peut-être, ça va donner un peu de pause pour les néo-démocrates, s'ils pensent qu'ils pourraient déplacer les libéraux, parce que c'est beaucoup plus moins qu'on espérait avec les sondages. Ouais. On voit souvent que les néo-démocrates n'ont pas des bonnes performances dans les élections partielles, mais on sait aussi que dans les dernières 2 élections, ils ont sous-performé leurs sondages. Exact. Et donc, c'est une autre raison pour les néo-démocrates de s'inquiéter. Oui, et de faire s'assurer que le gouvernement ne tombe pas en 2024. Mon chiffre de la semaine, 58. Il y a eu un sondage léger, très intéressant. C'était pas sur les intentions de vote, mais c'était sur les locations de logements à court terme comme Airbnb et autres. 58% des Québécois seraient en faveur de restreindre ou du moins taxer beaucoup plus les locations de court terme. C'est le plus haut au Canada. Au total, au Canada, 48% sont d'accord et 33% sont en désaccord. Et j'ai choisi ce chiffre-là parce que j'ai vécu ça l'an dernier. L'an dernier, j'ai eu un dégât d'eau assez important chez moi. Et bon, avec les assurances, il fallait que je déménage pendant 1 mois pour qu'il y ait des travaux importants. Et je devais trouver un logement pendant 1 mois. Et dans ma recherche, je voyais des centaines et des centaines de logements disponibles dans mon quartier. J'habite dans Rosemont-la-Petite-Patrie, sur le plateau, dans Hochelaga-Maisonneuve, qui étaient des anciens logements avec des baux annuels. Mais maintenant, c'est des logements à location court terme qui coûtent une fortune et qui amplifient beaucoup la crise du logement. Tous ces logements-là sont vides, sauf dans les saisons touristiques. Alors, beaucoup de Québécois, une claire majorité de Québécois, seulement 27% s'opposent, sont en faveur de plus de restrictions. Alors, je vais bien voir si le gouvernement va réagir à ça. Et je sais aussi que c'est un problème dans les régions, en Gaspésie. Il y a une pénurie de logements. Le taux de vacances, c'est quoi? Vacancy? Occupation. Ouais. Occupation, c'est comme 0%. Ouais. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de logements à court terme qui devaient être peut-être des logements pour des familles et des travailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options en Gaspésie. Et il y a plusieurs régions comme ça à travers le Québec. La crise du logement est causée par une multitude de facteurs, pas un seul, mais ça, définitivement, ça en fait partie. Donc, à voir comment les gouvernements vont réagir. Merci beaucoup, Eric. Ce sera tout pour cet épisode de Les Chiffres. Tout le monde, si vous êtes intéressé à écouter tous nos épisodes, tout notre contenu, y compris nos épisodes bonus, je vous invite à visiter le www.leschiffres.ca pour vous abonner à notre balado. Et les abonnés peuvent nous envoyer des questions, des idées de sujets, peuvent participer à notre réseau Discord où il y a des discussions très intéressantes dans les 2 langues sur la politique québécoise et canadienne, avec des gens qui sont très cordiaux et polis et gentils. Et donc, ça, c'est important pour nous. C'est vraiment rendu mon réseau social préféré de discuter de politique avec nos membres. Donc, merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine. OK. Ou j'aurais dû dire à dans 2 semaines. Mais bon, c'est correct.